Le mode, en fait, ça a commencé, c'était des repérages des gens dans la rue, en fait, qui m'arrêtaient. Fait une publicité aussi qui a beaucoup marché dans les pays anglophones, je crois, parce que c'était un peu partout. C'était aussi une publicité de produits de beauté qui s'appelait Vénus de Milo. Mais j'en ai fait d'autres, mais je me souviens pas aimer les voyages, parce que j'ai quand même bien voyagé, quoi. Bien... Tu voulais découvrir tout. Oui, voilà. Et encore les savons avec ma tête dessus, quoi. Et ça te dit rien? Mais j'ai déjà essayé, mais si quelqu'un veut bien m'aider là-dedans, moi je veux bien y aller. Bonsoir. Bonsoir. Bon, et toi, Anne-Marie Denzako. Et au Burundi, je sais comme band, pêche, Massabouni, et toi Claire. Mais je suis autre chose aussi que simplement Claire, en fait. Claire, est-ce que c'est pas ton nom? Non, non, pas du tout. C'est le nom de la marque. Mais mais en fait, je m'appelle Anne-Marie. Anne-Marie. Denzako. Est-ce que Claire, le choix de son nom Claire, est-ce qu'il a participé à la nomination? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bah, moi, j'étais dans une agence de mannequins ici à Bruxelles. Il y a des gens qui sont venus, ils voulaient une fille noire, ils m'ont choisi pour une photo, pour des produits. Je ne savais même pas que ça partait au Rwanda, je ne savais pas où ça allait, en fait. Et voilà, c'est tout. Non, j'ai rien choisi du tout, c'est eux qui m'ont choisi. On va aborder ça toza kushikao, mais est-ce que il faut kumenya ta jeunesse, kumenya aussi comment tout est commencé, kumenya parcours yawe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta jeunesse? Oh là là, c'est une longue histoire ma jeunesse. Hein. C'est bon, moi je suis la petite fille moi bout de ça. Donc ma petite enfance, comme on dirait, partie maternelle, disons, Naïm-Obiegi. Puis les premiers temps des primaires, ce qu'on pourrait appeler des écoles primaires, mon père était ambassadeur aux États-Unis. Puis j'ai passé une année seule en Belgique pour réapprendre un peu le français. Et tout a haché, c'était 66, donc le coup d'État. Et voilà, donc à ce moment-là, ma vie de ma famille a changé complètement. Chose qui était devenue beaucoup plus difficile, je dirais. Et voilà, bon, on a vécu là quelques années. Et à un moment donné, donc ma grand-mère a fui du Burundi. Donc ma grand-mère, moi, la maman de Guagasole en fait, pour préciser les choses, est partie. Mohamed Kadi, oui, mais même entre nous on l'appelle Mohamed Kadi. C'est pour ça que je ne sais plus. Mohamed Kadi. Oui. Et a fui, elle est partie chez Haile Selassie. Donc c'est Haile Selassie qui l'a recueillie en Éthiopie. Ensuite, nous, on a fui avec maman, en pirogue. On a traversé le lac Tanganyika en pirogue. Et on est parti jusqu'au Kenya. Puis nous, les enfants, on est revenus. Mais moi, après 72, donc... disons qu'à cette période-là, je rentre un petit peu en conflit un peu avec tout. Et donc, il y a eu 72. Et 72, on apprend que... l'assassinat de Nare. Voilà, mais Nare, c'est mon oncle. Donc, et entre Nare et celui que j'appelle mon oncle, qui est celui qui m'a offert mon premier vélo, ça je ne peux pas l'oublier parce que c'était un vélo bleu. Et c'était où le vélo? C'était où? À Bujumbura, à la maison, on était venu avec notre vélo. J'avais choisi le bleu, quoi. Voilà.
Parce qu'apparemment, toi et Harry, il y a pas c'est pas comme il y a 20 ans de différence entre Non, vous. lui était de 47 et je suis de 57. Voilà, c'est vraiment... C'est 10 ans de différence, c'est pas énorme. Il y a beaucoup de souvenirs alors. Ouais, un peu de souvenirs, mais un peu souvenir de... Pas comme l'oncle, mais un peu comme le... C'est comme des frères et sœurs ou des cousins un peu plus, voilà. Et donc voilà, à ce moment-là, comme j'avais déjà fait le chemin pour aller au Kenya une première fois avec maman en 73, un cousin à moi, on a décidé qu'on refaisait le même chemin, qu'on repartait, et ce qu'on a fait. Donc j'avais 15-16 ans, 16 ans. Donc on est reparti avec des étudiants congolais, on a refait ce chemin, donc Uvira, Bukavu, Mbarara. Mais avec des étudiants, vous étudiez aussi là-bas ou bien vous avez fait quelque chose pour passer le frontières? Non, c'était juste le passage. Comme on passait en groupe de jeunes, on n'était pas repérable dedans. En fait, c'était ça l'idée, c'est qu'on passait parmi des jeunes, qu'on n'était pas repérable. On n'était pas étudiants. Et donc on est parti. Et les gens qui nous ont beaucoup aidés dans cette traversée, c'est beaucoup de... Et je suis vraiment désolée, je ne me souviens pas des noms de ces personnes. C'était beaucoup de Rwandais qui connaissaient, qui avaient des liens avec ma grand-mère. Et qui, quand ils savaient... En fait, ils nous passaient de maison en maison. Ils nous ont aidés vraiment à traverser tout ce chemin. Et... Je vais dire un truc bizarre, hein. Mais c'est à Mbarara, dans ma fuite, où j'ai fait la première connexion avec le groupe Les Rolling Stones, et je ne peux pas l'oublier. Une chanson. Et ça m'est resté en tête, en fait. Pour nous, les jeunes de cette génération, on ne connaît pas beaucoup de Rolling Stones. Rolling Stones, vous ne connaissez pas? Vous ne pouvez pas ne pas connaître les Rolling Stones. Je connais. Ah, c'est l'âge. Hein. Et aussi les préférences, je sais. Je sais pas. Ah, alors, c'était physiquement, directement en connaissance avec... Vous avez pu rencontrer ces gens? Non, c'était une dame à Mbarara. Pour dire, dans cette fuite, l'esprit dans lequel tu es quand tu fuis, où tu ne sais pas où tu vas, où tu ne sais pas où tu arrives, il y a des souvenirs qui te restent. C'est cette dame à Mbarara que je ne connaissais pas, qui nous avait accueillis. Elle nous a mis cette musique des Rolling Stones. Et cette musique m'a marqué. Du coup, j'ai continué à aimer ce groupe dans ma fuite, parce que je l'ai rencontré dans ma fuite, en fait. Et donc, de là, on est arrivé à Kampala. Et à Kampala, d'autres Rwandais m'ont fait avoir des papiers centrafricains, je crois. Centrafricains. J'ai pu prendre l'avion pour aller jusqu'à Nairobi, où je savais que ma mère était, mais je ne savais pas où elle était. Donc, pour la rechercher, j'ai dû... j'ai marché dans les rues de Nairobi en regardant ce qui pouvait ressembler à un Rwandais ou à quelqu'un, à part qu'au début, j'ai demandé à des Somaliens en parlant kirundi, en demandant est-ce que vous connaissez Régine Kanyanga. Ils me disaient no, don't speak French or whatever. Et finalement, j'ai rencontré dans la rue des Rwandais, j'ai donné le nom de ma mère. Elle me dit nous, on ne connaît pas, mais on connaît quelqu'un. C'est comme ça qu'au final. Quelqu'un m'a dit voilà, il y a cette dame, on sait qu'elle la connaît. J'ai été voir la dame, mais la dame habitait juste à côté, 2 maisons à côté de maman. C'est comme ça que j'ai retrouvé ma mère. Et là, tu étais encore jeune, c'est-à-dire que tu étais débrouillard depuis traverser tous ces moments. Oui, mais je crois qu'il y avait une grande partie d'inconscience ou une grande partie de colère, je sais pas. Il y a les deux mélangés, quoi. Il y avait une grande. Parce que maintenant, quand j'y repense, quand j'y repense maintenant avec ma tête d'aujourd'hui, je me dis, mais. Quand même. Oui. Et la question pour la jeunesse, c'est juste pour aussi voir quand, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi au Burundi et partout, on vous connaît, comme on avait dit avant, par la mode. Ouais. Le nom est aussi clair, aussi quelques photos sur l'internet qui montrent Mukiri nyene inkumi. Oui. Alors ikibazo cyari nshaka kumenya ni watanguye ryari, ça a commencé comment muri ico gihe? Le mode. En fait, ça a commencé, c'était des repérages des gens dans la rue, en fait, qui m'arrêtaient
pour des photos. Il y avait une agence aussi à Nairobi, je crois, mais je ne me souviens plus très bien. Mais j'ai pas fait. C'est là où j'ai vraiment commencé. J'ai d'abord fait une publicité aussi qui a beaucoup marché dans les pays anglophones, je crois, parce que c'était un peu partout. C'était aussi une publicité de produits de beauté qui s'appelait Vénus de Milo. Mais j'en ai fait d'autres, mais je ne me souviens pas des noms. Je ne me souviens plus des noms. Donc j'ai commencé là, mais à cette période-là, je ne savais pas que c'était un métier, en fait. Enfin, moi, j'étais payée pour ce que je faisais, mais dans ma tête, c'était pas un métier. Je voyais pas, je pensais pas que ça pouvait continuer ou pas du tout. Voilà. Et là, c'était à Nairobi. Ça, c'était à Nairobi que ça a commencé. Et puis, quelques temps après, donc ma mère est rentrée au Burundi, puis j'ai suivi. Et puis après, donc du Burundi, je suis revenue en Europe. Et en Europe, c'est dans des galeries marchandes où je passais que quelqu'un m'a arrêté de nouveau, qui m'a dit mademoiselle, pas madame. C'est en Italie, en Europe, ici en Belgique? Ici en Belgique, à Bruxelles, dans une galerie qui s'appelle Galerie Louise. Il y a un monsieur qui a couru vers moi, qui m'a dit, écoutez, il faut absolument que vous alliez vous inscrire dans une agence. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Oui, voilà, moi je suis ça, je vous dis que vous devez y aller. Donc je suis allée, voilà. On m'a inscrite, on m'a pris en photo, et puis petit à petit ça a commencé comme ça, mais c'était beaucoup de défilés, parce que bon, pour les pubs, pour les photos en Europe, les Noirs, c'était pas tout à fait ça, mais en défilé, oui. Donc j'ai commencé petit à petit comme ça à Bruxelles, puis après j'ai eu un contrat avec des Italiens, puis d'Italie, enfin. Donc du coup, j'ai commencé à voyager un peu partout. Puis après, Londres, j'ai beaucoup travaillé aussi à Londres. Et après, j'ai commencé à tourner sans arrêt. Parce qu'il y a parce que les périodes de présentation des défilés, c'est décalé de pays en pays. Donc on se retrouve de pays en pays tout le temps. Au bout d'un moment, réellement, c'est fatigant. Mais c'est vrai qu'on découvre un monde qu'on ne connaît pas. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pensé un jour rencontrer. On va dans des endroits où jamais on n'aurait pensé être. Mais ce que je dois dire quand même, c'est que bon, au début, j'ai beaucoup aimé les voyages parce que j'ai quand même bien voyagé, quoi. Bien. Tu voulais découvrir tout. Oui, voilà. Découvrir, rentrer dans. Enfin, c'était. Mais après, ça devient fatigant, puis après, ça devient. Ça peut être dangereux pour les jeunes filles si elles sont pas claires dans leur tête. Et avant de parler de ça, qu'est-ce qui vous inspirait dans ça? Niki Chatuma, Mobikora, qu'est-ce qui vous motivait? Vous aviez des modèles là-bas que vous suivez? Comment ça, des gens? Je veux dire, il y a toujours dans chaque métier des références. Ravogatidio, mon avis coranese, j'aimerais un jour devenir comme cette personne. Est-ce que Muchogi aussi, tu avais un modèle qui te référait? Quelqu'un qui te motivait ou bien inspiré? Franchement, non. Ce qui me faisait aller, c'était la découverte d'ailleurs. En fait, c'était tout le temps ça. En fait, c'était non, inspiré, non. C'était vraiment ce sentiment, je suis en train de découvrir des choses en train de voir des choses que j'aurais jamais vues et parfois m'émerveiller et me dire, c'était ça. C'était ça aussi qui était. Puis parfois de rencontrer des personnages qui. Un exemple, par exemple, j'ai dit que j'adorais la lecture, ça j'ai toujours aimé la lecture depuis tout le temps, et te retrouver avec, par exemple, invité chez l'écrivain qui a écrit ce que tu lisais, et que tu es là, et que tu dis non, c'est pas possible. Voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui se sont ouvertes, les portes qui, entrer, c'est-à-dire rencontrer ces personnages. Ah non, mais jamais je me serais imaginé. Non, jamais je me serais imaginé ça en fait. C'est des choses. Et parfois, ce qui était marrant, c'est que
quand je rentrais en vacances au Burundi, je racontais pas parce que j'avais du mal à raconter, parce que je me disais, mais si je raconte que j'ai mangé, qu'à côté il y avait tel, ou que la table là-bas il y avait tel, ils vont dire, mais tu nous prends pour... Tu nous mens, quoi, tu vois. Pourquoi on a pas le aimer? Non, on n'a pas le aimer. Et puis étant une africaine burundaise, muri au carrière, et aussi, on veut savoir, c'est quoi les obstacles que tu n'as pas aimé, les trucs que j'ai pas aimé. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu, en fait. C'était le fait de venir du Burundi, d'une autre éducation, d'un pays plus calme, plus réservé, plus beaucoup de choses, et de rentrer dans un milieu que tu connais mais absolument pas du tout. Tu sais ce que ça veut dire, mais c'est pas le milieu européen de cadre, enfin de salarié normal, tu vois, où tu te dis, bon, il rentre à la maison, à midi. Là, c'est un monde où tout va dans tous les sens, en fait. Et dans tous ces sens-là, toi, tu sais pas toujours comprendre, ni comment te comporter, ni pas sûr toujours de ce qu'on te dit, ni pas toujours sûr où on veut t'amener. Donc, il y a quelque chose, il faut... C'est pour ça que je dis que ça peut être dangereux. Tu ne faisais que suivre. Oui, moi, on me disait, t'as un contrat là-bas, vas-y. Donc, moi, d'abord, je voyais ce que je gagnais, parce que c'était mon boulot, donc il fallait travailler quand même. Mais parfois, on se retrouvait dans des endroits avec des gens, et comme ça changeait de pays, c'était rare qu'on pouvait se retrouver avec des étrangers total pendant X temps, où tu connais personne. Ouais. Après, tu retournais une semaine après, tu étais ailleurs, tu connaissais des gens, mais ça changeait beaucoup. Et en tant que Burundaise, en fait, en tant que Burundaise, je crois que le côté burundais est sauvant, dans le sens où il y a moins d'exubérance à la base. Et puis, ce côté un peu, je regarde d'abord ce qui se passe avant de... D'accepter le contrat ou bien avant de se lancer? Le contrat, c'est via l'agence. Oui, donc, ça, c'est via l'agence. Est-ce que tu avais le droit de dire non, je ne vais pas ça? Oui, pas trop souvent quand même. Parce qu'il y avait des frics là. Et parfois tu disais, je ne vais pas louper ça, même s'il y a ces conditions, mais je vais me lancer. Il y a eu des choses où j'ai dit non parce que la situation me dérangeait complètement. Je veux dire, non, j'ai pas envie. Enfin, oui, il y a eu des... Mais après, c'est l'agence, tu dis trop souvent... Mais après, ils ne m'ont pas proposé des choses, des grades. Une seule fois où je crois que j'ai dit, c'était un non complet, quoi. Si tu pensais que c'était quoi? Hein? Pourquoi c'était... Il y a quelque chose qui t'a marqué dedans, quelque chose qui tu te souviens, tu as dit non, qui ne veut pas que vous ayez non. C'était... C'est con. C'était un magasin qui ouvrait à Avenue Louise, je pense, et qui voulait que les mannequins, au lieu de mettre des mannequins comme dans les magasins des fumets, ils voulaient que les filles mannequins se mettent dans la vitrine et s'habillent et restent là toute la journée à poser dans cette vitrine. Et là, j'ai dit non, parce que je ne me voyais pas où les gens passaient devant et moi derrière cette vitrine en train de poser à la... Je trouvais ça con, en fait. Enfin, je ne me trouvais pas à l'aise là-dedans, j'ai dit non. C'était le moment où il n'y avait pas des mannequins là, il y avait un Biki Mouzo. Si, mais pour le lancement de la boutique, ils voulaient des vraies personnes. Et j'ai trouvé ça un peu... Enfin, je ne voyais pas faire ça, quoi. Je ne me voyais pas derrière cette vitrine une journée avec des gens qui passent et qui te regardent en train de... Enfin, je trouve ça... Et sourire parfois. Et oui, et... Non. Et maintenant, si on compare l'art, j'ai un mode, j'ai un mannequin pour le moment, muri monde tourisme. Et tout la vie, muri au moment yawe, ce moment-là, est-ce que il y a des choses il y a la différence, n'est-ce qui nous, kerachari hari de son domaine là, ou qui d'ahari, peut-être qu'il y a une évolution, qu'est-ce qui marque? Entre, je ne sais pas en fait. Il y a un côté beaucoup plus professionnel, je pense maintenant, où les filles choisissent. Par exemple, il y a une Burundaise qui marche très bien aussi, qui est
Leila quelque chose. Qui marche au New York, qui marche au Burundi. Non, qui marche au New York, qui a commencé ici maintenant. Ah, Leila, oui. Leila, oui. Oui, je l'avais rencontrée avant qu'elle commence, et c'est une fille qui est parfaite pour ce métier. Mais en même temps, c'est une fille qui avait déjà commencé l'UNIF, qui avait déjà donc qui est assez droite, enfin qui est assez, enfin droite, c'est pas le mot que je veux dire, qui sait où elle va. Et je crois que les filles qui rentrent là-dedans maintenant, beaucoup, je dis pas toutes, il y en a toujours qui parlent juste comme ça, mais il y en a qui savent plus que c'est le métier, savent que c'est un métier qui dure pas très longtemps. En réalité, c'est vraiment sur un laps de temps, et qu'elles sont plus, je vais parler comme Jean-Claude Van Damme, aware. Qui sont plus aware des conséquences, et de tout ce que tout ça implique, et ce qu'il faut faire, pas faire, et comme oui, je pense qu'elles sont plus que nous. En tout cas que moi, en tout cas. C'est-à-dire que à votre temps, il y avait vous y allez. Oui, en tout cas moi c'est comme ça que je suis partie, très sincèrement, parce que je savais pas où j'allais. J'arrivais en Europe, je rentre dans un milieu, je ne sais pas, puis tout à coup je commence à voyager, tout à coup c'est un métier que je connaissais pas, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait fait ce métier, qui m'explique ce que c'était. De manager. Non, donc c'est vraiment. Et je pense que les filles maintenant sont beaucoup plus structurées et savent plus comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire ou pas faire. Oui. Et parce que maintenant aussi, il y a différentes sortes, il y a considération des mannequins, il y a des mannequins rondes, est-ce qu'à ce moment-là, il y en avait ou bien vous étiez, c'est maigre. Enfin, heureusement, j'étais maigre naturelle hein, à l'époque. Tu te forçais pas de ne pas manger? Je me forçais pas de. Par contre, j'ai vu des filles qui se faisaient vomir, qui se faisaient pour pas prendre un gramme, quoi. Parce qu'il fallait rester. C'était naturel. Oui, non, moi c'était heureusement, j'ai eu cette chance-là. Mais bon, mais on faisait quand même attention quand la saison allait commencer, tout le monde se mettait automatiquement un peu hors régime, on mangeait différemment. Et aussi, est-ce qu'on voulait savoir aussi, à propos, il y a Claire, comment c'est arrivé, comment tu t'es retrouvée sur Yamavuté aussi, le savon? Mais c'est ce que j'ai dit, ils sont venus ici à l'agence, moi je ne savais pas, et en plus j'ai appris par hasard que c'était sur des... C'est une grosse escroquerie, clairement, je le dis, hein, là maintenant très clairement. Ils sont venus à l'agence, ils m'ont pris une photo, ils ont dit que c'était pour une affiche, une petite affiche de quelque chose, voilà. Et puis, j'avais un ami qui travaillait pour East African Cargo, ici à Bruxelles, qui faisait du shipping au Rwanda et au Burundi, qui ouvre des cartons et qui voit des petits cartons savons, qui m'appelle, qui me dit, mais t'as fait des trucs? Je dis, mais non, de quoi tu me parles? Et puis il me dit, oui, je sais moi. Et c'est comme ça que j'ai su. Donc on a rappelé la société, ils ont dit, oui, non, mais c'est pour 1 an, et c'est tout. Est-ce que tu as pu voir? Tu as signé? On a signé un contrat, mais il y a 40 ans. Hein. Et puis moi, c'est quelque chose que ça m'est sorti de la tête en fait. Moi c'était fini, puis je me suis pas rendu au départ, je me suis même pas rendu compte de l'impact parce que je vivais ici, j'allais en vacances. Je me suis pas rendu compte de l'impact que ce savon avait eu là-bas. Puis petit à petit, et j'ai essayé de recontacter. Après, bon, il y a les histoires du Rwanda et tout ça, donc et j'ai recontacté puis un avocat, la société. On a essayé de m'aider là-dessus, mais chaque personne qui essaie de recontacter, je dis oui, on va le faire, un des avocats là-bas. Hein. On va le faire, et puis tout à coup, ils veulent plus le faire. Mais je sais que c'est une société tenue, une grosse société, parce qu'elle travaille. Ça s'appelle Silfo, que je pense. Silfo, oui, je peux lui montrer. Oui, j'ai vu. Mais jusqu'à maintenant, apparemment, il y a toujours des produits qui sortent. On m'a encore dit, je ne sais pas qui est allé dans un hôtel je ne sais plus où, au Rwanda, qu'il y a encore des savons avec ma tête dessus. Et ça te dit rien? Mais j'ai déjà essayé. mais si quelqu'un veut bien m'aider là-dedans, moi je veux bien y aller. On les a déjà envoyé des courriers et tout. Et je te dis, il y a deux j'avais pris un avocat burundais, hein,
et un Rwandais qui était au Rwanda, qui au départ, ils étaient chauds, ils écrivaient, ils disaient oui, voilà, on est rentré en contact. Puis, et tous les deux, à un moment donné, ils ont arrêté. Et je n'ai pas compris, je me suis dit, mais il y a un truc derrière ça, c'est pas possible, quoi. Parce que les droits d'exploitation, les âges de quelqu'un, ça paye, et ça paye beaucoup. Mais je me dis... Non, enfin, nous, parce que nous, au départ, on a signé un contrat de 1 an. Et puis, bon, maintenant, après, j'ai essayé de... Moi, les contrats, c'est pas moi qui les avais, c'est l'agence. Mais l'agence, en 40 ans, elle a changé de... Ils n'ont plus le... Moi, je sais que j'avais juste signé pour 1 an, quoi. Et voilà. Oui, je te dis, on allait danser à Bouddhisa, c'est la première, la deuxième avenue, je sais plus. Oui. Relax, lundi méchant. Oui, mais ça, c'est votre... Nous, on n'appelait pas ça lundi méchant, ça avait un autre nom. Ça avait un autre... Mais nous, on les amours, tu crois qu'ils osaient me dire quelque chose? Tu étais chaude, hein? Ah non, chaude, c'est pas le bon mot. Je veux dire, bouchou, arachou, je sais comment on dit ça, c'est le terme qui rondait. Ouais. Parce que je sais que la société nous regardait un peu, ouais, blablabla. Or qu'on était vraiment dans un truc un peu militant, parce que je te dis, on parlait des Black Panthers, Angela Davis, Nelson Mandela. Je sais qu'on ne parle pas de ça, mais heureusement que j'ai fait des thérapies, j'ai eu de l'aide de psychologue, où j'ai pu, en fait, ce qui m'a permis de faire tout ça, c'est que j'ai pu mettre des mots sur les douleurs.